Donc on a vu avec Luc que la société était en pleine mutation, mais que le tourisme continue à croître. Donc quand on sait que l'État, exprimé en son temps par Laurent Fabius, s'est mis comme objectif d'atteindre 100 millions d'arrivées internationales par an, ça peut laisser songeur. Où va-t-on caser ces 15 millions de touristes supplémentaires par an ? Et surtout, ne va-t-on pas accentuer les concentrations de flux et comment concilier surtout le développement du tourisme et la préservation de l'environnement? Une autre question qu'on peut se poser aussi, ne devrait-on pas plutôt chercher une manière d'augmenter les dépenses des touristes au lieu d'augmenter la fréquentation? Donc ce sont toutes ces questions-là qu'on va poser à nos invités de notre première table ronde. Sur la conciliation des usages de la nature. Donc j'invite Frédéric Gilbert, Hélène Joncheret et Joanne Pandini à me rejoindre. Merci de votre présence. Vous êtes donc tous les trois confrontés régulièrement à des problèmes de répartition de flux touristiques. Faire venir plus de touristes sur son territoire va-t-il forcément de pair avec un risque écologique accru? Comment mieux répartir les flux touristiques pour trouver un équilibre? Frédéric Gilbert, vous êtes chargé de mission développement et régulation des activités de pleine nature au Parc naturel régional des Landes. Et un grand connaisseur de la Leyre, puisque vous la pratiquez régulièrement en canoë-kayak. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous décrire cette rivière qui a été labellisée Rivière Sauvage en 2018 et nous expliquer comment le PNR des Landes de Gascogne fait pour attirer des touristes tout en régulant les flux? On m'entend ? On a peu de temps, donc ça va être compliqué de répondre à cette question en si peu de temps. En tout cas, la gestion des flux, ça concerne effectivement pas uniquement la masse ou la répétition des pratiques, c'est aussi les comportements. Donc la vallée de la Leyre est reconnue depuis longtemps comme étant sensible, puisqu'on est en sensibilité. Le parc a été créé autour de la vallée de la Leyre dès 1970. Il s'appelait le parc des vallées de la Leyre, d'ailleurs, pendant un an. Elle a été aussi reconnue comme un site inscrit d'un point de vue paysager. Elle a été reconnue comme il y a un schéma d'aménagement de la gestion des eaux, puis une reconnaissance européenne dans les années 2000 avec Natura 2000 pour la faune et les habitats. Et elle a été aussi inscrite au plan départemental des espaces sites itinéraires comme un itinéraire à enjeu. Donc effectivement, attractive, il n'y a aucun doute sur la question. Le parc a, dès les années 80, initié la découverte de ce chemin d'eau puisqu'on n'a pas d'itinéraire pédestre le long de la vallée. Le parc a fait à l'époque, dans les années 1980, des investissements publics avec l'État, puisqu'il n'y avait pas encore ni de région, ni de département, ni de com. Et il y a eu des haltes nautiques qui avaient pour but justement de présenter, pour les activités uniquement associatives, des descentes encadrées. 90% des gens descendaient encadrés en 1985. Il y avait 5000 descentes. Dans les années 2000, on a vu apparaître les premières entreprises privées. On est passé à 60 000 descentes, 60 000 personnes qui ont descendu une fois cette rivière. 90 km de cours d'eau, uniquement en forêt de feuillus, aucune entrave, pas de barrage comme on peut connaître dans d'autres rivières de France, et une continuité écologique majeure puisqu'il n'y a aucune traversée de village, excepté les deux derniers villages que sont Salles et Mios, avant l'arrivée d'un delta majeur. Dans les classements, il y a aussi le delta de la Leyre qui a été reconnu à l'échelle internationale, Ramsar. Donc on a une sensibilité extrêmement importante de ce cours d'eau, et la démarche du parc a constitué en trois choses essentielles. La première, c'est en amont tous les aspects de réglementation qui n'appartiennent pas au parc. Le parc n'a pas de pouvoir réglementaire, mais d'agir avec les organismes, notamment de l'État, puisqu'on est sur un domaine public fluvial. Donc dès les années 80, feux et campings sauvages ont été interdits, et on demande aux services de l'État de faire effectivement appliquer ceci.
De plus, il y a des codes aujourd'hui de l'environnement, du code de l'urbanisme, code de la route, etc., où on demande et on agit avec les acteurs de la réglementation, avec le préfet, notamment le sous-préfet d'Arcachon, mais aussi le préfet des Landes, pour faire appliquer des réglementations dont ce n'est pas le rôle du parc. Par contre, le parc agit ensuite avec des outils. Le premier des outils, c'est de faire connaître le niveau d'eau pour que les personnes qui viennent fréquenter en sécurité. Et le climat a été vraiment pris en compte dans ce niveau-là, puisqu'on s'aperçoit que ces échelles de niveau d'eau sont très demandées par les prestataires et les usagers. C'est mis en ligne, c'est relevé 3 fois par semaine. Et il y a un réseau de 17 échelles de niveau d'eau qui ont été mis dès les années 2000 à tous les accès. Et depuis maintenant 3 ans, il y a 2 échelles de niveau d'eau qui sont mises en couleur et qui nous servent d'échelles pilotes et relevées régulièrement et très intéressées pour les prestataires. Deuxième chose, ce sont des éco-compteurs. On a donc mis 6 éco-compteurs sur la vallée avec l'aide des 2 départements, Landes et Gironde. 2 éco-compteurs côté l'Ayre, Girondine et son delta, et 4 éco-compteurs qui nous permettent de compter le nombre de passages et donc du coup de donner aux acteurs publics, la région, les départements, mais surtout l'État qui est propriétaire du domaine, la fréquentation. Et aujourd'hui, on est à environ 100 000 descentes sur ces 90 km de cours d'eau, dont 70% sont répartis sur les 30 derniers kilomètres. Belin, Salmios, Le Tèche. Et 30% répartis sur les 60 autres kilomètres. Donc du coup, les services de l'État ont pris effectivement ce chemin d'eau comme étant un itinéraire très fréquenté et qui mérite attention encore plus qu'avant. Donc avec les collègues du parc, du patrimoine naturel, on travaille désormais maintenant avec l'ensemble des acteurs sur un endroit pour maîtriser les flux, c'est les accès à ce cours d'eau. On a un règlement de police de navigation dès 1995, puisqu'on a pu voir les pratiques urbaines tout à l'heure dont on a parlé, c'est le jet ski par exemple. Le jet ski est arrivé du bassin d'Arcachon et remonté jusqu'à Sognac en 1995, première grosse alerte de type de fréquentation inattendue, d'où les maires se sont réunis ensemble dès 1995 pour faire interdire leur jet ski et du coup de réguler et de mettre en place un règlement de police de navigation et de limiter le nombre d'accès uniquement au pont. Donc on a vu apparaître 25 accès et en 2014 ont été remis à jour tous ces accès dans les règlements de police de navigation sur ce cours d'eau. Et on travaille de concert avec les 2 départements, la région et les 11 communes riveraines pour aujourd'hui circonscrire ces accès, puisqu'en fait notre impact sur le cours d'eau n'est pas tant la mise à l'eau et le cheminement des usagers. On va le voir après, c'est les problèmes de comportement, mais c'est surtout la masse en fait. Donc du coup, aujourd'hui, on travaille sur, 1, avec les départements, sur l'acquisition foncière publique, 2, sur la pérennisation de ces accès par une mise en sécurité et un aménagement. Et on a un programme d'action jusqu'en 2021 pour sécuriser ces accès. La deuxième dimension sur laquelle on intervient beaucoup, j'essaie d'être court, c'est la dimension humaine. Donc ça a bien été dit par Luc et donc j'ai bu du petit lait un peu dans ce qui vient d'être dit. Effectivement, depuis les années 2000, le parc joue sur la dimension humaine en mettant en réseau les prestataires. Donc on a une démarche depuis les années 2000 où au départ il n'y avait que les pêcheurs et les usagers, prestataires, associations, puis ensuite entreprises, et se rajouter force de police, pompiers, effectivement, gendarmes et jeunesse et sport pour les normes. Et ensuite, depuis 2014, les 2 départements et les 11 communes sont vraiment acteurs de cette démarche. Et là, on agit sur la professionnalisation. Je ne peux pas tout détailler, mais on fait beaucoup d'outils, des cartes, des poches déchets, des carnets d'accueil, etc. On aide les prestataires à élargir leur portefeuille d'activités, ne soit pas uniquement une activité. On va en reparler tout à l'heure. Et évidemment, on travaille sur la démarche qualité, marque parc, et on mobilise beaucoup sur l'itinérance. On fait aussi en sorte que ces prestataires soient au cœur des outils de gestion. Les représentants des usagers sont au comité de pilotage Natura 2000, ils siègent aussi au SAGE pour la gestion de l'eau, et ils sont aussi sur le programme Delta sur la LER. Et enfin, j'en finirai par là, on a un gros travail qui a repris du poil de la bête. On est parti d'une rivière éducative dans les années 80. On a vécu une explosion d'une rivière beaucoup plus lucrative aujourd'hui. On a réussi un pari économique intégré, je pense, mais on essaie de remonter aujourd'hui une démarche vraiment éducative par les enfants et les habitants avec le travail du pôle éducation et environnement, où on a une vocation aujourd'hui à redonner à la jeunesse, aux enfants, le droit de pagayer gratuitement avec leurs écoles, avec leur centre de loisirs, dans le cadre de leurs vacances. Donc on a des programmes d'action très concrets avec le pôle éducation et Comnecom et leur service jeunesse, les écoles du territoire, et ensuite avec les acteurs socio-éducatifs. Par contre, on a une limite importante, c'est que le parc n'a pas de pouvoir réglementaire. Le domaine public fluvial, c'est un accès à tous, il est libre, donc c'est pour ça qu'on intervient sur les accès, et donc on est dans une démarche volontaire, et tous les prestataires n'ont pas la culture. On a été très remerciés par Luc Mazuel, mais on a quand même des démarches marchandes parfois qui nous inquiètent,
Et sur la partie, plus on est près des grands centres urbains, plus la fréquentation est importante et parfois nous inquiète. Voilà. Plus sur les comportements que sur la masse parfois. Hein. Voilà. Merci. Oui, donc des indicateurs pour réguler les flux et l'humain vraiment au cœur de la stratégie du parc. Ouais, et l'humain est aujourd'hui un petit peu dépassé par le numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, là où je rebondis beaucoup sur ce qui vient d'être dit jusqu'avant, c'est que tous ces outils, on a l'habitude de les manier au parc depuis des années, les prestataires en sont assez friands, mais on subit tous le développement du numérique, avec aujourd'hui des partages d'informations sur des sites collaboratifs dont personne n'a la maîtrise, des traces GPX, donc tout ce qui était les petits coins secrets sur les bords de la Leyre commence à être partagé, relevé, et voilà, les accès à l'alerte sont repérés, mais on commence à avoir des déviances de l'usage numérique, et c'est un peu ce qui nous inquiète sur le travail avec les usagers qui nous, entre guillemets, nous échappent. Alors après, il y a de beaux exemples aussi. On va parler, je vais laisser la parole à Joanne Pandini. Joanne, vous avez fondé il y a 3 ans Thé en l'air, qui est un parc acrobatique implanté sur un site Natura 2000, au bord de la Leyre, justement, avec une forte approche environnementale. Vous avez réussi à transformer ces contraintes réglementaires en atout environnemental. Racontez-nous un petit peu comment vous avez transformé cette activité en expérience écologique. L'idée du parc acrobatique est venue dans un premier temps parce que mon expérience faisait que j'étais dans ce domaine-là. Après, le projet, je l'ai fait dans le bon sens, c'est-à-dire que je suis allé voir la mairie dans un premier temps pour savoir si ça intéressait. Mais la deuxième personne que je suis venu voir, c'est Frédéric. Je suis allé directement au parc avant même d'entamer toute procédure pour savoir les épreuves administratives que j'allais avoir, comment monter ce projet, parce qu'on est sur un site Natura 2000, mais il est site inscrit, site classé, donc ça, sur les permis d'installation, ça a nécessité quelques contraintes, et du coup on a amené le projet ensemble avec Jérôme Fouert aussi, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, sur l'étude d'incidence, sur comment implanter un parcours acrobatique sur une zone Natura 2000 pour pouvoir le présenter avec la personne aussi, Madame Tekoub, qui s'occupait des sites classés, sur la commission des sites classés pour pouvoir amener tout ça. Donc ça a nécessité essentiellement le point le plus féru, on va dire, c'était le piétinement. Le fait d'accueillir des clients sur une zone Natura 2000. Et en fait, on avait cette chance d'avoir un réseau de chemins existants. Et nous, on a basé nos structures en fonction de ces réseaux de chemins. C'est-à-dire que les personnes partent au bord des chemins, montent dans les arbres, après ils ne créent plus de piétinement et redescendent au bord d'un chemin. D'accord. Et donc, quel est votre bilan de fréquentation après 3 années de fonctionnement ? Alors la première année, sur la partie acrobatique, on a fait 8000 entrées. Et là, cette année, donc 3 ans après, on enregistre 17 000 entrées. Et donc Frédéric peut en témoigner aussi, la forêt n'a pas changé. Voilà. On est vraiment, les gens respectent parce qu'on a mis en place de la signalétique en bois sur le fait que nous sommes sur un site classé, donc rester sur les chemins. Et nous, nos opérateurs qui sont là en surveillance ne font pas juste de l'intervention dans les arbres, ils font aussi de la prévention et ramènent les personnes qui sont au sol. Par exemple, quand il y a une famille qui est là, que par exemple les grands-parents ne souhaitent pas monter, au lieu d'être sous les parcours à avoir la tête complètement en l'air, on leur explique qu'il vaut mieux rester sur le chemin, avoir un visuel sans se faire mal au cou, et du coup les personnes reviennent sur les chemins et on va dire encouragent les enfants comme ça. D'accord. Et du coup, donc vous avez parlé du bois qui est très présent, et en termes de gestion des déchets, comment vous gérez justement Alors pour la partie déchets, nous on a un petit snack. Donc on travaille avec des producteurs locaux, on va faire des glaces, boissons. Alors boissons, on va pas être dans la grande distribution, donc on a un partenaire avec des sirops, les sirops Menon, on a un bar à sirop. Du coup on a des verres EcoCup comme juste devant, et c'est au verre, on nous redonne le verre, comme ça on ne crée pas de déchets. Pour la partie glace, c'est à la boule, on travaille avec une ferme qui fabrique ses propres glaces, qui est en Dordogne. Donc à la boule, au cornet, pas de déchets non plus. Et après, sur la partie, on va dire, snacking, sur les sandwichs et des salades, on travaille avec un producteur une coopérative qui est sur Biganos, les Cutéreux, et qui du coup nous fournit. Et pour l'emballage, c'est de l'emballage compostable. Donc du zéro déchet. Voilà, zéro déchet. Après, on a le tri sélectif aussi.
D'accord. Et en termes de développement, comment envisagez-vous le développement sur un site justement où il est difficile de développer en termes de capacité de charge? Nous, c'était un peu le deal qu'on avait fait avec le parc. On mettait en place la partie acrobatique, mais derrière on voulait mettre des ateliers nature. Du coup, il y a 2 ans, on a créé une application sur le principe du géocaching. C'est un peu une sorte de chasse au trésor où on envoie, donc c'est vraiment destiné aux scolaires dans un premier temps, le temps que ça se mette bien en place. Donc les enfants partent en groupe de 5 avec une tablette. Ils vont chercher des petites balises et derrière ces balises, il y a du contenu concernant. Alors le premier chemin qu'on a mis en place, c'est sur les animaux protégés sur le Val de Leyre. Du coup, on a mis en place, voilà, ils vont chercher les balises. Derrière, il y a du contenu éducatif. Et ensuite, on continue sur le cheminement. Voilà, ça se fait sur la place Birabeil sur Mios. C'est 1 heure à peu près d'activité qu'on combine avec l'acrobranche aussi. Et du coup, ça marche vraiment bien, ça. Donc là, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, là, vous êtes vraiment sur l'élargissement du portefeuille. Voilà, c'est ça. C'est proposer d'autres activités, ne pas se limiter qu'à la partie acrobranche. Parce que le choix aussi qu'on a fait sur la partie acrobranche pour essayer de limiter, d'accueillir trop de personnes, on a pris 100 baudriers et on s'y est tenu. Ça fait 3 ans, on a 100 baudriers, on n'en a pas plus. On n'a pas renouvelé, on n'a pas racheté plus de baudriers que ça pour faire comme les autres parcs acrobatiques, admettons, accueillir, prendre des personnes, des clients et faire grossir le chiffre. Nous, c'est pas ça, on essaie de diversifier l'activité, mais on limite sur la partie Natura 2000 notre capacité d'accueil à 100 personnes en un instant T. Alors après, c'est sûr, on arrive à faire 200 personnes par jour, parce qu'il y a des personnes qui restent que le matin, ils redonnent les baudriers, mais on les reloue sur l'après-midi, mais en un instant T, c'est 100 personnes dans les arbres. Merci Joanne. Hélène Joncheret, vous êtes chargée de mission tourisme durable au parc naturel régional du Marais Poitevin, qui est labellisé Grand Site de France. 2e zone humide de France, le Marais Poitevin représente le tiers des marais littoraux atlantiques. Et il offre une richesse écologique d'exception par la diversité de ses milieux et ses spécificités. Il offre également des paysages uniques, comme en témoigne le label Grand Site de France Marais Poitevin, justement. Alors justement, est-ce que le label Grand Site de France contribue à une meilleure gestion des flux? Alors du coup, juste pour préciser, le label Grand Site de France ne concerne que la Venise verte, c'est-à-dire l'endroit où on fait la promenade en barque, le côté le plus connu, le plus touristique du Marais. Effectivement, d'être labellisé Grand Site de France nous a permis en amont de bénéficier d'une opération Grand Site qui nous a apporté beaucoup de budget, des financements à 100% pour rénover tous les bourgs, rénover tous les ports, parce que nous, dans le Marais Poitevin, on en a beaucoup. Et puis, on avait décidé d'aménager des parkings dans les centres-bourgs. Ça a permis, du coup, de bénéficier aux touristes, d'être réappropriés par les habitants qui peuvent s'en servir toute l'année. Et ces parkings dans les centres-bourgs permettent des retombées économiques dans les centres-bourgs, sur les commerces, sur les sites de visite, etc. Et puis, on a également fait des jonctions vers les sentiers de randonnée, puisque nous, on a quand même 300 km de circuits balisés en vélo dans le grand site. Et puis de renvoyer également vers les embarcadères. On a à peu près 25 embarcadères dans le Marais Poitevin. Une vingtaine de parkings ont été réaménagés sur ce secteur-là, ce qui nous permet de canaliser les touristes, de les mettre à un endroit, ils posent leur voiture et après ils peuvent se balader toute la journée sans avoir à se redéplacer. Et comme on l'a fait sur une vingtaine de communes du Marais Poitevin, ils ont tous leur embarcadère, leur circuit vélo, pédestre, etc. Ça nous a permis effectivement de réduire l'utilisation de la voiture. On s'est aussi rendu compte que la plupart des aires de camping-car se mettaient à proximité de ces parkings-là. Et quand l'office de tourisme faisait la collecte, parce qu'avant elle se faisait le matin au lever, ils se sont rendus compte que les camping-caristes étaient très satisfaits d'être dans le centre-ville et allongeaient leur durée de séjour, simplement parce qu'ils pouvaient poser leur camping-car et tout faire tranquillement sans avoir à rebouger. Et ça, ce sont des retombées économiques qu'on a pu avoir sur le Marais, qui était une destination touristique assez petite et qui, avec le développement du vélo, de la barque, de l'équestre, etc., est devenue vraiment une destination touristique, surtout sur le secteur de la Venise verte. Donc on est devenu Grand Site de France en 2010, renouvelé en 2016, et on est vraiment une destination touristique aujourd'hui. Ouais. Et donc face aux enjeux de la mobilité que Luc a évoqué ce matin, quelles solutions proposez-vous sur votre territoire ? Alors des solutions, c'est pas toujours évident. Nous, on a travaillé avec les Grands Sites de France qui avaient proposé au niveau du réseau en 2015 de créer
un concept qui s'appelle Escapade Nature sans voiture. Donc on était site pilote, il y en avait 4. C'était un journaliste qui venait, alors lui il venait de Paris, mais il pouvait venir de n'importe où, mais il devait se débrouiller pour faire son séjour de quelques jours, 5 jours, dans le Marais Poitevin, en utilisant tous les modes possibles. Donc nous, dans le Marais, il y a tout ce qu'il faut, hein, la barque, le canoë, le vélo, etc. Donc il est venu en train, nous on a une gare, parce que Niort fait partie du Marais Poitevin. On avait la chance d'être d'un site déjà qui permettait de faire des séjours sans voiture, parce que certains sites ne savaient pas marcher, donc on n'avait pas pu en faire la promotion. Donc le journaliste s'appelle Pierre, il a fait un carnet, ça s'appelle les carnets de Pierre, qu'on peut retrouver sur les sites internet du grand site, du réseau des grands sites, dans le Marais Poitevin, etc. Voilà. Par contre, c'est encore assez anonyme. Maintenant, il y a 13 grands sites qui jouent le jeu. Nous, on était quand même très fiers, sans réaménager rien de spécial, de voir que c'est possible chez nous de faire des escapades sans voiture. Et est-ce que ça s'est transformé? Est-ce que vous avez eu des clients, des touristes qui sont venus sans leur voiture par la suite? Alors, il y en a qui viennent sans voiture. Après cette escapade-là, nature sans voiture, j'arrive pas à le faire, le déployer au niveau des offices, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas du tout de demande. Et puis, bon, moi, je reçois quand même des fois des demandes de clientèle puisqu'ils me prennent pour un office de tourisme. J'ai jamais de demande sur ça. Et je pense que c'est un bon produit, ça pourrait marcher. C'est bien dans un réseau national. Mais si on ne prend pas les touristes par la main, qu'on ne leur propose pas un séjour avec un hébergement, un départ tel, vous pouvez prendre la barque ici ou tel endroit, ça ne marche pas. Et c'est ça qui manque, c'est la commercialisation derrière d'un produit. Il faudrait transformer ces escapades en réels produits touristiques. Oui, comme je crois que ça se fait en Bretagne. Nous, dans le grand site, pour l'instant, ça ne se fait pas. Et nous, sur notre territoire, on n'a pas réussi à le transformer. D'accord. Merci à vous trois. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à nos 3 intervenants? On va vous donner un micro. Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis hébergeur privé donc, sur la commune d'Arengos. Et justement sur la question de la mobilité, comme c'est quelque chose qui est assez récurrent et c'est une vraie problématique aujourd'hui, et ça tout le monde... Vous m'entendez? C'est mieux? Oui. Et donc la mobilité est une vraie problématique. Est-ce qu'aujourd'hui tous les acteurs publics du tourisme, donc toutes les régions, ne pourraient pas se réunir pour justement pouvoir mettre en avant des plans de communication et des plans marketing qui permettent, notamment chez nous les touristes sans voiture, c'est très très compliqué. Et c'est un vrai problème et ils ne sont pas du tout attachés à leur voiture. Et moi je le vois, on n'est pas vieux puisqu'on est ouvert que depuis janvier 2018, mais ils sont très demandeurs à avoir des itinéraires qu'ils pourraient faire en vélo, etc. Donc justement sur l'exemple, les carnets de Pierre, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer sur du national, avec la plupart des régions, lancer des campagnes, qu'elles soient de relations presse, de marketing, pour justement pouvoir développer et créer des nouveaux moyens, puisque c'est une réelle problématique? Alors, ouais. En tout cas, sur la partie Basse-Arcachon, il y a quand même toute une campagne qui s'est lancée récemment cette année pour se déplacer sans voiture. Avec vraiment, il y a eu une édition plus un site internet dédié sur les déplacements. Alors c'est vrai que ça concerne, c'est exactement ce qui a été dit par Luc. Plus il y a d'urbanisation, plus on est plus près de Bordeaux, Basse-Arcachon, plus des solutions alternatives existent. Et ce qui est spécifique, ce qu'a dit M. Blanc-Simon ce matin, effectivement dans ce secteur de la Haute-Hollande, moins on a d'habitants, plus les villages sont espacés. C'est à la fois une chance de respiration, mais aussi une difficulté pour se déplacer. Et c'est très difficile de faire sans voiture. Et quand bien même, on a fait des efforts sur le déplacement à vélo. Bon, il y a aujourd'hui des grandes avancées quand même en Aquitaine sur une des premières régions en termes de développement de pistes cyclables ou véloroutes voies vertes. Sur le territoire du parc, on a aujourd'hui un maillage qui commence à devenir intéressant. On a une voie verte, une piste cyclable qui arrive depuis la Brède, donc qui descend jusqu'à Sérostins, qui permet de relier cette fameuse piste cyclable entre Bazas jusqu'à Mios et le bassin d'Arcachon. Et on est en train de travailler avec les communautés de communes pour avoir maintenant un axe qui fait Saint-Symphorien, Mont-de-Marsan, qui va irriguer toutes les communes donc, de la partie Haute-Hollande. Depuis Saint-Symphorien sort la Brite, Broca et Mont-de-Marsan. Et derrière, c'est d'irriguer la grande Vélodyssée, qui est la voie européenne numéro 1 qui arrive de l'océan, et de rentrer vers l'intérieur du parc
Depuis Biscarrosse, donc on a déjà l'arrivée sur Pissos-Mousteil, avec une liaison Gironde-Lande, ce qui est quand même assez exceptionnel par un jalonnement, et ensuite une arrivée donc sur Sabre par la Bouère, puisque toutes ces pistes cyclables doivent être reliées à des gares, parce que c'est ça le but. Hein. C'est que si on arrive à relier les gares, ce qui est le cas de Marcheprime, Mios, Biganos, puis ensuite Morsinx, la Bouère, on a une possibilité cyclable, et on pourrait peut-être, on l'espère en tout cas, rejoindre Marquès par exemple à vélo, depuis la gare de la Bouère, parce que la piste irait jusqu'à Sabre, jusqu'au village. Voilà. Après, il faut faire des liaisons entre Pissos par Argelouse, arriver à Sort. Enfin, voilà. Il y a un gros schéma cyclable que sur le territoire du parc qu'on essaye de pousser avec les acteurs qui les financent, c'est-à-dire la région et les 2 départements. Et pour répondre au niveau national, en fait, il y a l'association Acteurs du tourisme durable, dont je suis administratrice, qui lance ou qui va lancer un lab justement mobilité. Donc vous êtes invité à y participer pour réfléchir au niveau national, pour créer une espèce de livre blanc. Donc je pense que ça répond un petit peu à votre question, avec les différents acteurs des mobilités, comment on peut justement développer le tourisme sans voiture en France et dans des régions notamment qui ne sont pas facilement accessibles. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être lancé très prochainement. Et juste pour compléter, sur le pays bassin Arcachon-Val de l'Air, donc jusqu'à la partie girondine du parc, il y a un travail sur le guichet unique, par exemple, hein, donc, qui a été lancé avec un laboratoire aussi. Et donc voilà, on essaie de faire rejoindre ce qui est utile aux habitants peut être très utile au tourisme, et inversement, bien évidemment. Après, sur des produits, on a peu d'opérateurs touristiques, nous, vélo. On a beaucoup d'aménagements, on a quelques loueurs de vélo, mais on n'a pas d'opérateurs d'agence de voyage sur spécialistes du vélo. On a quelques-unes qui sont sur Bordeaux, qui font des produits. Donc on a Evasio notamment. Mais voilà, on essaye de travailler beaucoup avec le département de la Gironde, parce qu'il y a quand même 80 agences qui vendent de la Gironde à vélo au niveau international. Je suis désolée, on va devoir avancer. C'est des sujets. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant le déjeuner cet après-midi. Merci en tout cas à tous les 3. On a un temps très très court pour les tables rondes. C'est dommage, mais il faut qu'on tienne le temps.